Parfait. Donc, on va débuter le webinaire. Je pense que tout le monde s'est connecté. Donc, bonjour et puis bon matin. Merci beaucoup d'être parmi nous pour ce webinaire sur la cybersécurité pour des entreprises manufacturières. Donc, on va discuter par rapport aux risques qui s'avèrent pour les infrastructures dans les manufactures et surtout par rapport aux solutions, comment remédier à ces risques. Donc, en fait, sans plus tarder, en fait, on va deux personnes qui vont pouvoir présenter aujourd'hui. Donc, mon collègue Karim Ganamé qui va vous expliquer par rapport à tous les risques dans le secteur manufacturier. Je vais te laisser te présenter, Karim. Merci, Karine. En fait, moi, c'est Karim Ganamé. Je suis le chef de la cybersécurité chez StreamScan. Donc, je m'occupe au quotidien de coordonner l'équipe qui supervise à distance la sécurité du réseau de nos partenaires. Je fais aussi de la recherche et développement pour trouver des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de pouvoir détecter les cyberattaques dans les infrastructures informatiques. Puis, parallèlement, j'enseigne la cybersécurité à l'École polytechnique de Montréal. Merci beaucoup. Et puis, en fait, moi, Karine Brisson, je suis la directrice de la croissance stratégique et vente pour tout ce qui concerne le secteur manufacturier. Donc, en fait, aujourd'hui, on va entrer dans le sujet. On va faire une courte petite présentation de qui on est StreamScan pour faire introduction. Et puis, par la suite, je vais laisser mon collègue Karim entrer dans le core sujet. Donc, en fait, nous, StreamScan, on est une entreprise de cybersécurité opérationnelle. On a un inventaire d'expertise qui couvre plusieurs types de spécialisation afin de répondre aux différentes menaces qui apparaissent à tous les jours sur le marché. On a à la base un centre de recherche et développement en cybersécurité qui développe nos propres technologies. Donc, nous sommes d'ailleurs la seule entreprise au Québec à avoir développé sa propre technologie de détection intrusion et qui a été sélectionnée par le gouvernement fédéral comme innovation. Donc, c'est en fait notre technologie CDS qui a été sélectionnée et qui est présentement aussi utilisée dans plusieurs compagnies sur le marché. Juste à titre d'information, CDS, pour l'acronyme, c'est Cyber Threat Detection System. Et puis, en fait, de bonifier nos services, on vient appuyer notre SOC, qui est notre centre d'opération de sécurité, qui est basé ici à Montréal, avec l'intelligence artificielle de notre CDS, afin d'offrir une approche proactive pour nos clients. Donc, on combine l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour avoir une approche qui est plus proactive sur les réseaux de nos clients. Ici, en fait, c'est seulement pour démontrer qu'est-ce que nous pouvons réaliser en matière opérationnelle. Donc, en fait, c'est en mai 2020, on a été sélectionné par l'Armée de l'air canadienne qui cherchait une technologie afin de protéger les avions de combat contre les cyberattaques. Donc, on les a aidés à développer une technologie en développant un prototype qui répondait à leurs besoins propres à eux et critiques. Ici, c'est pour nos collaborations. Donc, en fait, on a une collaboration à chaque 2 semaines avec le Centre des sécurités des télécommunications pour obtenir l'information sur les nouvelles attaques qui apparaissent à chaque jour pour bonifier notre technologie, afin d'en faire bénéficier nos clients et partenaires qui l'utilisent présentement. On a également aussi un partenaire avec Microsoft. On fait partie du groupe Microsoft Alliance qui regroupe plusieurs entreprises en recherche et développement qui partagent de l'information afin de collaborer ensemble contre les nouvelles menaces qui font surface sur le marché. On a également aussi un partenariat avec IBM pour ce qui concerne la recherche et développement. Et on fait également aussi la recherche avec les universités de l'ETS, Polytechnique et Université de Victoria. Polytechnique où est-ce que Karim enseigne présentement la cybersécurité. Ici, en fait, c'est juste pour vous pour vous démontrer en fait quelques partenaires que nous avons. Donc, on peut voir qu'on est notamment bien implanté dans le secteur manufacturier, pharmaceutique, mais on travaille également aussi avec d'autres entreprises, dont l'Ordre des ingénieurs, Mondou, et aussi la Naissance des femmes. Donc, ici, je vais repasser la parole à mon collègue Karim qui va rentrer dans le corps du sujet pour vous expliquer tout ce qui concerne l'évolution des cyberattaques et qu'est-ce qui s'avère à vous pour le secteur manufacturier. Okay, merci, Karine. En fait, ici, il faut noter que les cyberattaques, en fait, ont beaucoup évolué avec le temps. Hein. Avant la COVID, il y avait 7 de cyberattaques, mais on a observé pendant la COVID une explosion des cas de cyberattaques. On parle, par exemple, des cas de virus où il y a autour des années 2015-2016, chaque jour, il y avait 200 000 nouveaux virus qui étaient identifiés par la communauté de la cybersécurité. On est passé littéralement à plus de 1 million aujourd'hui. Donc, chaque jour, on a plus d'1 million de nouveaux virus qui apparaissent. Évidemment, les antivirus classiques qu'on a sur le marché n'ont plus la capacité nécessaire de pouvoir détecter tous ces nouveaux virus parce que ça va très, très vite. Donc, aujourd'hui, le paradigme a beaucoup changé. Pour être en mesure de pouvoir détecter les cyberattaques, aujourd'hui, il faut arriver avec de nouvelles générations d'outils, de technologies qui ont de meilleures fonctionnalités que les antivirus classiques. On observe aussi une expansion
des possibilités d'attaque. Il y a quelques années, avant la COVID, les cas d'hameçonnage, ça se passait en général juste par courriel. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui sont aussi concernés. Un pirate qui essaie de vous cibler soit individuellement ou votre organisation peut aller sur Facebook ou aller sur LinkedIn ou Instagram. Il va chercher des informations sur vous et puis en fonction de ça, il pourra élaborer une attaque. Aussi, on observe aussi une tendance vers l'utilisation des messageries textes pour lancer les cyberattaques, notamment des cas d'hameçonnage. Donc, il y a plusieurs moyens qui sont utilisés. On est passé dans un cas où vous pouvez sensibiliser vos utilisateurs à se protéger contre les attaques qui viennent par courriel. Mais aujourd'hui, il faut que vous considérez les autres moyens parce que si les employés ne sont pas sensibilisés en fonction de ça, malheureusement, il se pourrait que quelqu'un finisse par cliquer. On voit aussi qu'avec le télétravail, il y a des nouvelles mesures, des nouveaux risques de cybersécurité qui sont apparus. Avant la COVID, tout le monde travaillait au bureau. C'était plus facile à contrôler. Au niveau du périmètre du réseau, on déployait des outils qui étaient capables de détecter les cyberattaques. Donc, c'était plus contrôlé. Aujourd'hui, les employés à distance peuvent se connecter soit via les terminaux de la compagnie ou à travers leurs terminaux personnels. Donc, vous n'avez aucun contrôle sur la sécurité d'un terminal qui est utilisé à distance pour l'employé pour se connecter à votre réseau. Et si malheureusement, l'employé navigue sur un site web qui est malicieux et qu'il y a, par exemple, un fichier malicieux, peut-être un virus ou un ransomware qui se trouve sur son ordinateur, il y a de fortes chances que ça se propage dans votre réseau. Puis, avec le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, on observe aussi certaines tendances en matière de cyberattaque. Par exemple, chaque fois que le Canada, les États-Unis ou l'OTAN émettent des sanctions contre la Russie, on observe une augmentation des cas d'attaque. C'est pas forcément le gouvernement russe qui lance les attaques, mais il faut comprendre aussi que en termes de cyberattaque, on a ce qu'on appelle les alliances. Vous avez des groupes de pirates qui sont pro-russes ou qui sont pro-américains ou qui sont pro-canadiens, donc en fonction de la partie qui est concernée, ou pro-ukrainienne, donc en fonction de l'attaque qui cible telle ou telle partie, il y a des groupes qui vont, sans avoir reçu une autorisation formelle, ils vont quand même décider d'émettre des attaques. Donc chaque fois que l'OTAN prend des sanctions contre la Russie, vous avez les groupes pro-russes, notamment le groupe Conti qui est très très connu, qui est le groupe justement qui a piraté l'aluminerie Alouette. Donc ces groupes-là vont rentrer en action pour tenter de faire des dégâts, pour tenter aussi de plaire à la Russie. Puis au-delà d'eux, vous avez aussi d'autres groupes de pirates qui sont des groupes qui travaillent de manière isolée, mais qui vont profiter aussi de l'opportunité. Parce qu'actuellement, tout le monde pense que lorsqu'il y a des cyberattaques qui sont lancées, ils viennent forcément de la Russie. Donc ils s'engouffrent, ils font les attaques et puis au final, ils passent en dessous des radars. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. On a vu une grosse tendance en matière de l'évolution des cyberattaques. Donc les moyens traditionnels qu'on avait pour protéger les réseaux ne sont malheureusement pas adaptés au contexte de la réalité d'aujourd'hui. Donc, en termes de défis, il y a plusieurs défis, surtout dans le contexte manufacturier. C'est un domaine qui est quand même assez spécial, hein. Nous, on travaille, on a un centre de supervision à distance de la sécurité où on a notre équipe qui surveille 24/24 la sécurité des réseaux de nos partenaires. Puis, on observe les tendances, les types d'attaques qui vont cibler les organisations. Donc, les attaques qui vont cibler les infrastructures manufacturières ne sont pas forcément les mêmes que celles qui vont cibler, par exemple, l'industrie pharmaceutique ou les entreprises qui sont dans le domaine du commerce en détail. Donc, il y a une étude qui a été faite l'année dernière par IBM, cette année, mais ça concerne les données de l'année dernière. Il est ressorti que en 2021, les cyberattaques ont ciblé principalement l'industrie manufacturière. Donc, l'industrie manufacturière est devenue le top 1 des secteurs qui est le plus ciblé par les cyberattaques. On va y revenir, on va voir qu'est-ce qui fait en sorte que les pirates préfèrent aujourd'hui cibler le manufacturier que d'autres. Donc, pour 2021, 25% des cyberattaques ont ciblé ce type d'infrastructure-là. Ça suppose qu'on a un quart des entreprises manufacturières qui malheureusement ont subi les cyberattaques. Donc, quand on prend le secteur spécifique du manufacturier, le top 5 des cybermenaces que nous on observe au quotidien, parce que au-delà de la supervision à distance de la sécurité des organisations, on se déplace beaucoup sur le terrain pour aider les organisations qui sont subies des cyberattaques. Très, très souvent, c'est des cas de ransomware. Donc, on va les accompagner de bout en bout pour les aider à reconstruire les réseaux. Dans certains cas, on va devoir, personnellement, dans plusieurs cas, je suis amené à négocier avec les pirates des questions de paiement des rançons, tout simplement parce que la compagnie n'a pas de sauvegarde en place qui permettent de faire une restauration rapide pour revenir en production. Donc, dans ce secteur spécifique-là, le top 5 des attaques que nous, on observe par l'expérience, c'est les cas d'hameçonnage. Dans plusieurs cas, malheureusement, l'industrie manufacturière a des employés qui ne sont pas les plus sensibilisés aux questions de nouvelles technologies. Donc, ça fait en sorte que les attaques par hameçonnage ont un taux de succès qui est beaucoup plus élevé. Souvent, ça va être un courriel qui est préformaté, qui est utilisé depuis une dizaine d'années pour essayer
de leurrer les utilisateurs qui vont quand même être envoyés et malheureusement, certains utilisateurs vont cliquer là-dessus. Souvent, l'objectif de ce piratage-là, c'est d'accéder au mot de passe de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur reçoit un lien qui inclut, il reçoit un courriel qui a un lien, puis lorsqu'il clique sur un lien, il y a une page qui apparaît qui ressemble à la page de votre solution de courriel qui est Office 365 la plupart du temps. Donc, l'utilisateur rentre son nom utilisateur, son mot de passe, le pirate l'intercepte, puis en fonction de ces informations, il se connecte sur la boîte de courriel de l'utilisateur, il va fouiner pour voir est-ce qu'il y a de l'information stratégique qui est partagée par l'utilisateur. Il va même souvent regarder avec qui l'utilisateur parle, puis s'il se rend compte que l'utilisateur, par exemple, interagit souvent avec l'équipe de la finance ou d'autres équipes, il peut élaborer ensuite un scénario de fraude pour, par exemple, demander de l'aide financière ou peut-être envoyer un courriel à la banque pour demander, par exemple, des changements de coordonnées bancaires. Donc, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Puis, l'autre élément aussi qu'on va voir dans ces cas d'hameçonnage, c'est que dans certains cas, ça peut être un document qui est joint, comme on l'a vu dans le cas du piratage de la STM. L'utilisateur clique là-dessus, alors qu'en réalité, c'est un ransomware qui est embarqué dans ce courriel-là. Donc, le top des attaques qu'on voit, c'est vraiment l'hameçonnage. Ensuite, les cas de rançongiciels. Les rançongiciels vont rentrer par divers moyens. Ça peut être, en grande partie, ça va être les courriels d'hameçonnage, mais aussi, avec le télétravail, les organisations ont déployé des solutions qu'on va appeler les outils de connexion à distance. Il y a plusieurs outils qui existent, mais l'idée derrière, c'est que vous cliquez sur un petit logiciel, sur votre ordinateur, il y a une fenêtre qui apparaît, puis vous êtes connecté à distance au réseau de la compagnie. Donc, lors du passage au télétravail, les compagnies ont déployé des solutions, mais par contre, ce qui était recherché, c'était la fonctionnalité, mais pas la sécurité. Donc, ces solutions-là, la plupart du temps, ne sont pas bien sécurisées. Grosso modo, les pirates vont utiliser des outils qu'on appelle des botnets, qui sont des machines qui sont infectées à travers des mondes. Il en existe des millions de machines de ce genre que le pirate contrôle. Ils peuvent même en louer à la minute ou à l'heure pour lancer des attaques. Ces machines infectées qui agissent comme des automates vont scanner Internet 24 heures sur 24 à la recherche de vulnérabilité. Donc, dès que vous avez votre solution d'accès à distance qui est en ligne, malheureusement, il peut arriver que ces outils automatisés-là les découvrent. Dès qu'ils les découvrent, ils vont ensuite essayer de se connecter là-dessus. Puis, s'ils se connectent là-dessus, malheureusement, ils finissent par prendre le contrôle du système, ils rentrent dans votre réseau, puis ça donne la main ensuite au pirate qui, lui, peut élaborer son attaque. Donc, la partie télétravail due à la COVID a beaucoup accéléré l'entrée des ransomware dans les réseaux. Le troisième type d'attaque qu'on voit aussi dans les environnements manufacturiers, c'est les attaques qui vont cibler les technologies d'opération ou les équipements de type IoT. Dans plusieurs cas, il y a une certaine méconnaissance quant à l'utilité de ce type d'équipement-là. On sait que les technologies d'opération, c'est des machines qui vont contrôler les lignes de production, certes, mais souvent, le défi qu'on a avec ces équipements, c'est que une fois qu'on les déploie, la plupart du temps, il n'y a pas de correctifs de sécurité qui sont appliqués. Il peut arriver aussi que le fournisseur n'existe plus sur le marché, puis où la technologie a été rachetée par une deuxième fournisseur qui la commercialise. Puis finalement, ces équipements-là sont dans les réseaux, ils fonctionnent bien, mais on n'applique pas des mesures de sécurité régulièrement là-dessus. Puis avec la transition numérique qui est en cours dans plusieurs manufacturiers aujourd'hui, ces équipements, on va les interconnecter avec les équipements informatiques. Puis malheureusement, ils se retrouvent exposés sur Internet. Donc là encore, les outils automatisés que les pirates mettent en place pour attaquer les réseaux vont les découvrir. Et puis s'ils les découvrent, ils vont pouvoir prendre leur contrôle et rentrer dans les réseaux des organisations. Donc, au final, ça va être des cas de ransomware qui vont rentrer dans les réseaux ou souvent des cas de vol des données. Puis ensuite, le pirate va vous demander le paiement d'une rançon. On voit aussi des cas de fraude, fraude financière, notamment des fraudes au président, ou des cas qui vont commencer par des cas d'hameçonnage. Ensuite, le pirate va observer les communications entre les gens, puis finalement, il va décider de lancer une fraude quelconque. Puis, le dernier point, c'est le vol de propriété intellectuelle. Les compagnies manufacturières font très souvent de la recherche et développement où on a des sources secrètes ou des recettes qui sont utilisées dans le cadre de la fabrication de leurs composantes. Puis, le pirate ou des concurrents peuvent en avoir besoin. Donc, vous avez de la propriété intellectuelle, vous avez quelque chose qui a de la valeur. Puis chaque fois que, par exemple, vous apparaissez dans les médias pour faire une communication quelconque qui concerne peut-être une explosion de vos ventes ou le fait que vous acquérez de nouveaux marchés, vous apparaissez sur les radars. Donc, la compétition peut vouloir accéder à vos données, mais ça peut aussi être un pays tiers, par exemple la Chine ou la Russie ou d'autres pays, ou souvent des pays qui sont alliés. C'est pas juste les pays comme la Chine ou la Russie qui vous attaquent. L'attaque peut venir d'un concurrent qui est aux États-Unis ou en Europe, ou ça peut même des alliés qui ont besoin d'accéder à de l'information qui peut permettre d'avoir un avantage compétitif. Donc, les attaques peuvent venir de partout. Donc, maintenant, pour vous donner un bref aperçu de qu'est-ce que nous, on observe en termes de défis en matière de cybersécurité dans le secteur manufacturier, il y en a plusieurs. Donc, c'est
Le premier, c'est le fait que c'est des environnements qui sont très hétérogènes, contrairement, par exemple, au domaine financier ou au domaine du commerce en détail. Vous avez d'un côté les technologies informatiques, les TI classiques, qui sont opérés, qui en général sont assez récents. Donc, on va trouver des systèmes d'exploitation qui sont très, très à jour. Puis, à côté, on a les technologies d'opération qui, eux, fonctionnent sur des systèmes legacy. Puis, dans certains cas, on va même voir, par exemple, que ces systèmes d'opération-là ont des systèmes d'exploitation qui sont plus supportés. Donc, soit c'est une vieille version de Windows pour lesquelles il n'y a même pas de possibilité d'installer d'antivirus aujourd'hui. Puis, on a aussi les équipements de type IoT qui souvent vont être utilisés dans les usines pour remplir certaines fonctions, mais qui vont passer en dessous des radars de l'équipe TI parce que très, très souvent, ils ne sont pas perçus comme des équipements informatiques. Alors qu'en réalité, c'est des ordinateurs. Ils ont un système d'exploitation, puis on le branche dans l'usine ou dans le manufacturier. Ça fonctionne, et puis tant que ça fonctionne, on ne le touche pas. Puis, on n'applique pas de maintenance, on ne fait pas de mise à jour au niveau informatique. Et puis, malheureusement, il y a des informations, par exemple, il y a des vulnérabilités qui vont apparaître là-dessus. Puis, une fois qu'on va faire une interconnexion dans le cadre de l'industrie 4.0, ben, ces équipements peuvent être accessibles à l'extérieur, ce qui va favoriser des cas de cyberattaque. Donc, en termes de défis de cybersécurité, souvent, ce qu'on va trouver dans les industries manufacturières, c'est le manque de gouvernance en matière de cybersécurité. Souvent, on va donner le rôle du responsable cybersécurité à une personne qui est en général le directeur TI ou le responsable de TI, qui n'est pas forcément une personne de cybersécurité. Il veut bien apprendre, mais il n'a pas les compétences nécessaires. Donc, on va trouver dans ce genre de cas, beaucoup dans les manufacturiers, une question de cybersécurité qui est gérée de manière approximative. Ça dépend du bon vouloir du responsable TI qui se documente, qui veut faire des choses, mais puisque c'est pas sa compétence, malheureusement, la sécurité va être gérée soit par tâtonnement, puis au final, c'est lorsqu'il va y avoir un incident de sécurité qu'on va se rendre compte qu'en réalité, la sécurité n'était pas gérée de manière efficace. Souvent, il n'y a pas de politique de sécurité qui existe aussi. Alors que lorsque on veut bien gérer sa cybersécurité, il faut commencer par définir une politique de sécurité qui va définir clairement c'est quoi les rôles, les responsabilités de chacun. Qu'est-ce que vous devez faire en matière de cybersécurité? Où est-ce que vous devez y aller? Donc, vous avez besoin d'avoir une vision en matière de cybersécurité. Si vous n'en avez pas, votre sécurité va être gérée de manière approximative. Vous ne saurez pas exactement sur quoi il faut que vous mettez l'accent. Et puis, si vous n'êtes pas en mesure de savoir sur quoi mettre l'accent, malheureusement, ben, les pirates vont toujours avoir un avantage sur vous. Puis aussi, l'un des défis qu'on voit aussi, c'est la méconnaissance des principaux risques de cybersécurité. C'est très important aujourd'hui que chaque organisation connaisse c'est quoi les différents risques de cybersécurité qui peuvent l'impacter. Est-ce qu'il y a la probabilité qu'il y ait un cas de ransomware chez vous, est-ce qu'il est élevé? Si oui, quel peut être l'impact d'un cas de ransomware? Est-ce que vous avez des données confidentielles, par exemple des renseignements personnels qui, une fois qu'ils sont volés, peuvent avoir un impact sur votre organisation? Donc, il faut que vous identifiez au minimum le top 10 des risques de cybersécurité qui peuvent vous impacter, puis que vous vous assurez que derrière, vous avez des mesures en place pour pouvoir les traiter. Si vous n'avez pas ça en place, malheureusement, vous pourrez souvent avoir l'impression que tel risque est très important, alors que ce n'est pas vraiment le risque sur lequel vous devez mettre l'accent dans votre organisation. Donc, aussi, un autre défi qu'on va voir aussi dans le domaine manufacturier, c'est un mythe qui est très, très tenace, c'est le fait que tout le monde a l'impression qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un antivirus et un firewall dans son réseau, c'est suffisant pour se protéger contre les cyberattaques. Alors que ce n'est pas vrai. Les attaques ont beaucoup évolué. Dans les années, on va dire les années 2000, certes, ça fonctionnait, mais aujourd'hui, les attaques sont devenues de plus en plus complexes. Il y a une réalité qui a complètement changé. Puis, malheureusement, dans la tête de plusieurs personnes, y compris des directeurs TI, on pense que lorsqu'on a un antivirus et on a une firewall, on est bien protégé contre les attaques. Donc, il faut changer de paradigme. Il faut partir du principe aujourd'hui que les attaques ont beaucoup évolué, qu'il y a de nouvelles générations d'attaques qui apparaissent et que les outils traditionnels qu'on avait dans les années 2000 ne sont plus adaptés. Donc, il faut aller chercher d'autres générations de technologies qui sont beaucoup plus adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Donc, dans ce type d'environnement, ce qu'on va constater assez souvent, c'est, on va dire, des équipements qui sont legacy, qui cohabitent avec des équipements qui sont très, très récents. Puis, il n'y a pas de gestion de vulnérabilité. Je prends par exemple le cas de WannaCry, qui est un ransomware qui a sévi en 2017. C'était en mai 2017. En 3 jours, WannaCry a infecté plus de 200 000 ordinateurs à travers le monde. La vulnérabilité qui a été exploitée par WannaCry, aujourd'hui encore, lorsqu'on aide certains manufacturiers à protéger les réseaux, on trouve la même vulnérabilité dans les réseaux. Ça suppose que derrière, dans ce type d'environnement, ça peut se comprendre aussi. C'est des environnements qui sont complexes. Puis la cybersécurité ne fait pas partie des pratiques quotidiennes. Donc, on n'a pas systématiquement le réflexe d'appliquer
ce qu'on va appeler la gestion de vulnérabilité de sécurité. Globalement, pour pouvoir avoir un réseau qui est bien géré aujourd'hui d'un point de vue sécurité, il faut régulièrement, au moins une fois par trimestre, lancer ce qu'on va appeler un balayage de vulnérabilité. Donc, on va utiliser un outil automatisé qui va analyser toute votre machine pour identifier celles qui ont des vulnérabilités de sécurité qui sont très, très importantes. Donc, des vulnérabilités critiques qui peuvent être exploitées par les pirates. Donc, une fois qu'on les connaît, ces vulnérabilités, on va les corriger. Il faut faire cet exercice de manière régulière, une fois par trimestre. Comme ça va vous assurer quelque part que votre réseau est en continu protégé. Donc, dans plusieurs manufacturiers, c'est pas une pratique courante. Donc, vous vous retrouvez avec un environnement qui a beaucoup de failles, en plus du fait que vous avez des systèmes d'exploitation qui sont même plus supportés par les éditeurs. Donc, tous ces cocktails mis ensemble font en sorte que vous êtes beaucoup plus vulnérable aux cyberattaques que d'autres types d'infrastructures. Puis, c'est justement pour ça aussi que on voit de plus en plus que les pirates préfèrent cibler les environnements manufacturiers plutôt que les environnements, par exemple, financiers qui ont une autre réalité en matière de cybersécurité. Puis l'autre défi aussi dans les environnements manufacturiers, c'est que la supervision de la cybersécurité n'est pas faite de manière régulière. Comme je le disais tout à l'heure, les pirates vont utiliser des outils automatisés qui balayent Internet 24 heures sur 24 pour trouver des vulnérabilités. Donc, si vous ne surveillez pas la sécurité de votre réseau 24 heures sur 24, ce qui va arriver, c'est que le pirate va avoir toujours une longueur d'avance sur vous. Et pendant que vous pensez qu'il n'y a rien qui se passe, mais malheureusement, il y a une attaque qui est en cours. Puis le fait de ne pas superviser sa sécurité aussi fait en sorte que les manufacturiers sont très souvent surpris lorsqu'il y a une attaque. Souvent, lorsque nous accompagnons les organisations pour faire de la réponse aux incidents, on nous demande, mais tiens, depuis quand le pirate est rentré dans les réseaux? Et lorsqu'on fait l'analyse, on se rend compte que ça va faire peut-être 3 mois, sinon plus que le pirate est dans les réseaux. En général, les attaques qu'ils vont lancer, ce sont des attaques qui sont très basiques, qui font beaucoup de bruit. Donc, si vous surveillez la sécurité de votre réseau, vous allez découvrir très rapidement que vous êtes sous attaque. Mais vous n'en faites pas. Ben, le pirate, il prend le contrôle de votre système, il rentre dans les réseaux, il fouine, il se balade de machine en machine pour trouver des machines qui sont intéressantes pour vous. Puis, malheureusement, pendant tout ce processus-là, le fait que vous ne surveillez pas votre réseau fera en sorte que vous n'allez pas le savoir. Et puis, le jour que vous allez le découvrir, c'est lorsqu'une machine va être infectée que vous allez avoir à l'écran un message qui s'affiche qui vous demande de payer une rançon. Donc, ici, les défis au niveau des équipements de type OT, donc les technologies d'opération, il y a beaucoup de défis. Les défis, c'est que c'est des systèmes qui sont critiques. Paradoxalement, la sécurité n'est pas prise en compte. Là encore, on le comprend parce que ce qui est recherché, c'est la fonctionnalité. Donc, c'est les systèmes qui sont désuets. Puis, souvent, il n'y a pas de patchs qui sont appliqués là-dessus. Puis, dans certains cas, c'est malheureusement des systèmes sur lesquels on ne peut pas installer un antivirus. Puis, c'est des systèmes qui sont tellement critiques qu'il y a une règle en général où on dit, tant que ça fonctionne, on ne touche à rien. Le fait de ne pas toucher à ces équipements parce que ce qui est recherché, c'est la fonctionnalité, ça fait en sorte que, au début, lorsqu'on le branche, il y a une certaine sécurité, mais plus le temps passe, plus il y a des vulnérabilités qui apparaissent sur le marché. Donc, ces systèmes-là deviennent vulnérables, à tel point qu'à un moment donné, ça devient littéralement des passoires en termes de cybersécurité. Donc, malheureusement, si ces systèmes-là, s'ils sont isolés, c'est parfait, mais une fois que vous les interconnectez à votre réseau, pour diverses raisons, par exemple, vous voulez passer à l'industrie 4.0, mais vous exposez ces systèmes-là et puis lorsque les pirates les attaquent, la probabilité d'intrusion est beaucoup plus élevée que dans le cas où ils étaient littéralement déconnectés de votre environnement TI. Donc, pour tout ce qui est équipement IoT aussi, le défi avec les équipements IoT, c'est vraiment le fait que souvent, lorsqu'on les déploie, on n'a pas cette perception-là que c'est des ordinateurs. C'est pour ça, justement, qu'au niveau des manufacturiers, il faudrait qu'il y ait une réflexion. Le cas idéal, c'est qu'il y ait une synergie entre le directeur TI et le responsable des opérations ou des systèmes de production pour que tout le monde comprenne c'est quoi l'utilité de ce type d'équipement. Parce que souvent, lorsqu'on branche les IoT, ça va être le mot de passe par défaut. On le branche, puis il fonctionne et puis on ne pense pas à changer le mot de passe. Alors que, malheureusement, une fois que le mot de passe n'est pas changé, les pirates se renseignent et ils savent dans quel type d'industrie, quels sont les différents types d'équipements qui sont utilisés. Donc, ils vont se renseigner, ils vont découvrir quels sont les mots de passe par défaut qui sont utilisés sur vos équipements. Et lorsque ces équipements sont accessibles sur Internet, dans certains cas, les manufacturiers vont les rendre disponibles à des partenaires qui en ont besoin dans le cas de certaines activités de maintenance. Si ces équipements sont disponibles sur Internet, le pirate, il a juste à utiliser un outil automatisé qui connaît le mot de passe par défaut, qui va cibler votre équipement. Puis, une fois que l'équipement est compromis, le pirate, il rentre dans votre réseau. Une fois qu'il est dans les réseaux, il a le temps de fouiner, de passer de machine par machine. Puis après cela, il peut rebondir sur d'autres équipements qui sont des équipements d'opération ou peut-être des équipements TI qui sont importants dans votre réseau, notamment le contrôleur de domaine. Puis une fois qu'il prend le contrôle de ces équipements-là, il peut faire entrer un ransomware ensuite dans votre infrastructure. Donc, c'est des équipements qui sont très, très vulnérables en matière de cybersécurité, mais malheureusement, on accorde peu d'attention en termes de cybersécurité. Puis, c'est fait partie justement de l'une des raisons pour lesquelles le taux de succès dans les usines ou dans les compagnies manufacturières est assez élevé aujourd'hui.
l'interconnexion, les questions d'industrie 4.0, ça va ramener de nouveaux défis. En fait, ce qu'il faut retenir des pirates, c'est que les pirates n'attaquent pas les compagnies à l'aveugle. Ils vont se renseigner. Vous avez des pirates qui sont spécialisés dans le domaine manufacturier, dans d'autres manufacturiers systèmes, tout simplement parce que pour eux, le fait de connaître votre domaine d'activité leur donne un avantage lorsqu'ils essaient de vous attaquer. Donc, ils savent par exemple que les équipements de type Rockwell, les Siemens sont des équipements qui sont très utilisés dans certains secteurs spécifiques. Donc, ils vont aller chercher de la documentation. Ils vont se renseigner pour bien connaître le secteur d'activité qu'ils veulent attaquer. Par exemple, ils savent qu'en moyenne, nous qui faisons de la cybersécurité, on le sait, les pirates aussi le savent. Ils savent que les compagnies manufacturières ne font pas de la gestion de la cybersécurité au quotidien. Ils savent qu'il y a des systèmes de type qui sont legacy, qui sont de vieux systèmes. Donc, une fois qu'ils ont ce genre d'informations, ils savent par exemple que les équipements de type Rockwell sont utilisés dans l'aérospatiale ou dans tel ou tel domaine. Mais ils vont chercher tous les différents types d'équipements qui sont utilisés en général pour ce type de technologie. Ils vont trouver tous les mots de passe par défaut, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des vulnérabilités de sécurité là-dessus. Et puis une fois qu'ils les ont, c'est là qu'ils vont vous attaquer. Donc lorsque vous êtes dans une dynamique de mise en place de l'industrie 4.0, il faut être très très prudent dans votre projet. L'idée derrière, c'est de déterminer est-ce qu'on est dans un contexte où, si on expose certains équipements, ça peut nous créer des problèmes plus tard. Donc, on va certes faire l'interconnexion parce que ça a de la valeur en termes de productivité, mais aussi on va se poser des questions de savoir est-ce que les équipements qu'on a interconnectés sont accessibles sur Internet à travers le monde, ou si par exemple vous avez des partenaires qui ont besoin d'avoir accès et que tous vos partenaires sont au Québec ou au Canada, vous avez des moyens qui existent aujourd'hui en termes d'informatique de telle sorte que dans le coupe-feu, par exemple, vous allez limiter le trafic uniquement à des ordinateurs qui sont au Canada. Donc, ça va vous permettre déjà de limiter la portée de l'attaque plutôt que de le rendre, par exemple, vos équipements accessibles à travers le monde. Donc, il y a des mesures qui existent. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir un recul par rapport à la situation, de se poser les bonnes questions, de faire une analyse des risques, de voir est-ce que le fait d'interconnecter les technologies d'opération, les TI, va nous induire des risques. Ces risques-là, on les identifie, puis ensuite, on détermine quelles sont les différentes mesures qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensuite pour faire en sorte que ces risques-là sont minimisés? Donc, pour pouvoir protéger les environnements manufacturiers, il y a de bonnes méthodes qui existent. Nous, par expérience, on supervise beaucoup de réseaux manufacturiers, on est spécialisé dans ce domaine. Il y a des solutions qui existent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, les solutions sont de plusieurs ordres. On a la partie organisationnelle et stratégique où déjà, il faut qu'il y ait le support de la haute direction. Il faut aujourd'hui que la haute direction comprenne que la cybersécurité est devenue aujourd'hui un enjeu majeur. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, un jour ou l'autre, vous allez vous faire pirater. Vous allez avoir des cyberattaques parce que c'est pas des humains derrière. Vous n'avez pas un nombre très, très limité de pirates derrière qui vous attaquent, mais c'est des robots qui vous attaquent aujourd'hui. Dans le domaine manufacturier, dans d'autres domaines, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle d'automatisation. Mais les pirates aussi ont compris que l'automatisation peut leur donner de la valeur. Parce que souvent, on a l'impression que le pirate, c'est quelqu'un qui aime travailler 24 heures sur 24 dans un sous-sol humide. Et puis, tout ce qu'il veut faire, c'est d'essayer de rentrer dans les réseaux. La réalité est complètement différente. Les pirates, aujourd'hui, leur approche, c'est faire le maximum de dégâts en faisant le minimum d'efforts. Donc, ils automatisent autant que les compagnies automatisent. Donc, pour eux, la possibilité, quelque part, de pouvoir mettre en place des robots qui vont vous attaquer. Et puis, ces robots-là, ils vont les rendre de plus en plus intelligents de telle sorte que le robot va vous attaquer. S'il trouve une vulnérabilité, il va même être capable de pouvoir exploiter la vulnérabilité, puis ensuite prendre le contrôle de votre réseau et ensuite envoyer un message au pirate pour lui dire, ça y est, il y a tel réseau qui est déjà piraté. Et puis, le pirate, il a juste à se connecter. Donc, la donne a beaucoup changé. Il faudrait que la haute direction comprenne aussi qu'on n'est plus dans la même réalité qu'en 2000, puis que les attaques vont toujours continuer à croître parce que plus il y a de plus en plus de robots qui vous attaquent. Donc, et plus il va y avoir des robots, plus les attaques vont être complexes et puis plus les champs de vision vont être élevés. Donc, les compagnies doivent avoir l'appui de la haute direction qui va ensuite donner les moyens aux équipes TI. Puis, pour être en mesure de le faire, pour que la haute direction aussi puisse s'impliquer le maximum, idéalement, il faudrait que les équipes TI, en lien avec les chefs de la finance, puissent avoir une réflexion en termes de coûts. Par exemple, si vous avez un cas de ransomware, quels peuvent être les impacts en termes de finances? Nous, par exemple, lorsqu'on travaille avec les compagnies qui se font pirater, on observe souvent que dans les industries manufacturières, en moyenne, lorsqu'il y a un cas de ransomware, la compagnie va être impactée pendant une période minimale de 3 semaines. Pendant 3 semaines, vous ne pouvez pas travailler. Pendant 3 semaines, les lignes de production sont arrêtées, ou même si vous avez des sauvegardes, vous allez pouvoir restaurer les données après une semaine ou une dizaine de jours, mais après, il y a d'autres impacts derrière. Je prends par exemple le cas d'une compagnie qu'on a accompagnée il y a quelques mois où ça a été la ligne de production a été paralysée, plus
le système de prise de commande. Donc, l'approvisionnement, la solution d'approvisionnement était aussi infectée par les pirates. Et ils sont tombés dans un mode où ils prenaient les commandes au téléphone. Puis, au même moment, il n'y avait pas de possibilité de faire de la production. Donc, il faut faire un exercice pour déterminer exactement quel est l'impact de ce type de cyberattaque-là. Par exemple, nous, par expérience, ce qu'on voit dans les compagnies, c'est qu'en moyenne, lorsque vous avez un cas de ransomware, incluant les négociations pour le paiement des rançons, la reconstruction de vos systèmes de changement de machines, on va estimer qu'autour de $300,000 qu'une compagnie va mettre, quelle que soit sa taille, qu'elle soit une petite ou moyenne compagnie, il faut qu'autour de $300,000 pour recouvrir vos systèmes et pour revenir en production de manière nominale. Donc, il appartient aux équipes TI de travailler en tandem avec les équipes de finances pour déterminer réellement quels peuvent être les impacts des compagnies, des cyberattaques sur la compagnie. Puis, en fonction de ça, il va falloir ensuite déterminer qu'est-ce que vous devez mettre en place pour éviter que ce type de situation se produise. Donc, une fois qu'on a le support de la haute direction, ça va être plus facile. Il y a des fortes chances qu'il y ait des moyens qui sont mis en œuvre pour que vous puissiez avoir une sécurité qui est optimale. Aussi, en termes de cas de gouvernance de la sécurité, il faut avoir une sécurité de base, avoir une politique de sécurité, avoir une direction, avoir une personne qui est nommée, pas juste une personne à qui on a dit, ça y est, toi, tu t'occupes de la sécurité, mais une personne à qui on a dit, vous êtes responsable de la sécurité, donc prenez aussi les moyens nécessaires pour rehausser la sécurité de la compagnie parce qu'on ne veut pas se faire pirater. Ça suppose de facto que cette personne n'a plus de responsabilités, elle va aller chercher quels sont les moyens qui sont nécessaires pour elle, pour aider l'organisation de sécurité. Puis, il faut être honnête avec soi-même aussi. C'est pas parce qu'on donne le rôle que si vous n'avez pas la compétence, vous devez l'accepter quand même. Il faut, une fois que, par exemple, vous donnez le rôle à une personne de cybersécurité, il va falloir analyser, faire un exercice avec elle pour comprendre est-ce qu'elle a en mesure de jouer le rôle ou est-ce que vous avez besoin d'aller chercher des legs extérieurs parce que vous avez la possibilité de travailler avec une firme de cybersécurité externe qui, elle, va vous accompagner pour vous définir votre stratégie en matière de cybersécurité ou vous aider même à gérer la sécurité au quotidien pour que vous puissiez aussi vous concentrer sur ce que vous savez faire le mieux. Puis, il y a une nouvelle loi aussi qui a été mise en vigueur il y a un an, la loi 25, qui est le projet de loi 64 sur la protection des renseignements personnels au Québec. Grosso modo, ce que le gouvernement québécois dit, c'est qu'à partir du 22 septembre 2022, toutes les compagnies sont obligées de désigner une personne qui devient le responsable de la protection des renseignements personnels. Par défaut, ça va être le président ou la présidente de la compagnie, donc la personne la plus haut placée dans la compagnie qui est responsable dans le cas où il y a une brèche de sécurité qui implique des renseignements personnels, que ce soit des renseignements personnels de vos employés ou des tierces parties. Donc, s'il y a un incident et que vous ne le signalez pas aux autorités, vous êtes passible d'amende. Les amendes peuvent aller jusqu'à 25 millions de dollars ou 4% de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est une réalité d'aujourd'hui qu'il va falloir prendre en compte. Donc, juste le fait d'avoir une belle stratégie derrière cybersécurité, un cas de gouvernance, va vous permettre de tenir compte aussi de ces différents aspects-là. La même loi aussi va être mise en vigueur. On en entend parler de plus en plus. Hein. Au niveau Canada, il y a la même loi aussi qui va apparaître. Donc, vous allez avoir deux lois que vous allez devoir respecter. Puis, ces lois-là impliquent quelque part que vous mettez en place un certain cadre minimum de gestion de la cybersécurité. Donc, en termes de solutions techniques opérationnelles, vous avez plusieurs moyens qui existent. Hein. Par exemple, l'un des éléments que moi je recommande le plus, c'est toujours connaître au moins le top 10 des risques de sécurité qui peuvent vous impacter. Si vous ne connaissez pas vos risques, vous allez toujours vous faire avoir par les pirates. Donc, faites l'exercice. L'idée derrière, c'est de sortir tous vos processus d'affaires, puis de regarder en fonction des processus d'affaires, qu'est-ce qui peut arriver. Par exemple, si il y a un vol de votre propriété intellectuelle, par votre concurrence, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous allez perdre des parts de marché? Est-ce que vous allez vous retrouver dans une situation délicate? Si c'est oui, que la probabilité est élevée, donc les données de propriété intellectuelle que vous avez, vous allez mieux les protéger. Il y a des mesures qui existent telles que l'encryption qui va faire en sorte que même si quelqu'un vole vos données, elle ne pourra pas les consulter. Les cas de ransomware, on en parlait tout à l'heure, mais ça peut être aussi un cas de fraude présidentielle, une fraude qui se passe chez vous, que c'est de la fraude de $100 000, est-ce qu'il y a un impact sur vous? Donc, il faut identifier tous ces risques-là. Puis, une fois que vous l'avez connu, on va regarder est-ce qu'on a actuellement des mesures qui permettent de les traiter. Par exemple, le cas des fraudes de président, l'une des mesures à mettre en place, ça va être de sensibiliser la haute direction parce que souvent, la fraude au président, ça peut venir des employés, ça peut être initié, mais la personne qui va autoriser la transaction, ça va être soit le chef de la finance ou quelqu'un qui a la comptabilité. Donc, on va identifier quelles sont les personnes qui peuvent être impliquées dans ce type d'attaque-là. Puis, on va les sensibiliser de manière régulière pour qu'ils comprennent que les cas de fraude au président sont une réalité qui peut vous cibler. Et puis, vous allez les apprendre à les reconnaître. Une fois qu'ils les reconnaissent, vous venez de vous mettre en abri de ce type d'attaque-là. Donc, autre élément qui est important aussi, il faut que vous ayez toujours un plan de recouvrement des désastres. C'est très, très important. C'est un plan qu'on n'y passe pas toujours.
Et lorsqu'il y a un incident, c'est là qu'on réalise qu'on aurait dû l'avoir. Le plan de recouvrement des désastres, ça va être un plan qui va dire globalement qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un cas d'incident. Par exemple, vous avez le pirate qui prend le contrôle de votre réseau, comme on le voit souvent, il affecte le contrôleur de domaine, puis personne ne peut travailler dans l'organisation. Tout est arrêté. Les clients vous appellent, vous pouvez prendre les commandes, vous pouvez rien faire. Comment vous allez opérer? Donc, juste le fait de vous poser la question, ça vous permet déjà d'identifier des pistes de solutions. Par exemple, s'il n'y a rien qui fonctionne, vous allez envoyer un courriel à tous vos employés, mais supposons que la solution de courriel elle-même ne fonctionne pas. Donc, vous allez avoir derrière une liste de vos clients que vous allez garder dans un système qui est séparé une fois par trimestre. Par exemple, vous allez prendre une copie de la liste de vos clients que vous allez conserver dans un document Excel quelconque. Puis, vous allez créer une adresse de courriel de type Gmail. Ça peut être une solution. Hein. Vous avez une adresse de courriel Gmail que vous créez pour les cas extrêmes. Puis, le jour que vous avez un problème, vous envoyez un courriel à tous vos clients pour les dire qu'actuellement, vous avez un problème informatique, donc par conséquent, de manière temporaire, il peut passer les commandes par courriel ou vous allez lui donner un numéro de téléphone auquel il peut vous joindre pour passer les commandes temporairement. Donc, juste le fait d'avoir ce plan en amont va vous permettre de baliser la gestion en cas de problème. Alors que si vous n'avez rien prévu, le jour qu'il va y avoir un incident, vous allez passer 3 heures, 4 heures à essayer de trouver des solutions. Puis finalement, en général, puisqu'en cas d'incident, souvent, il y a le niveau de stress qui monte, vous allez mettre en place des solutions qui ne sont pas les plus efficaces. Donc, il y a un incident qui se produit, vous n'avez aucune copie de la liste de vos clients, puis comment vous faites pour les joindre? Ça devient très, très compliqué. Donc, il faut toujours avoir un plan de recouvrement des désastres. Puis, une chose est d'avoir le plan, mais une chose aussi est de s'assurer que le plan fonctionne de manière efficace. Donc, pour ça, on va vous recommander de tester votre plan au moins une fois par année. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter vos systèmes de manière physique pour faire le test. Ça peut être une simulation. Vous vous retrouvez dans une salle et puis vous dites, OK, supposons qu'on a un cas d'incident majeur, il n'y a rien qui fonctionne, comment on agit? Puis, vous voyez telle personne qui est responsable de sortir la liste des clients, qui est responsable de s'assurer que la liste est à jour, qui va appeler les clients, qui va appeler les plus gros clients. Puis, le cas extrême où, par exemple, vous faites la une des médias pour diverses raisons. Comment vous agissez? Est-ce que vous allez rentrer en dessous de la table ou est-ce que vous allez quand même prendre le téléphone, appeler les médias, puis passer en première ligne pour essayer de gérer le cas? C'est des choses que faut que vous prévoyez en amont. Aussi, il faut que vous segmentez votre réseau. Assurez-vous que votre réseau il est bien segmenté de telle sorte que les systèmes qui sont les plus vulnérables, donc ceux qui sont plus supportés, soient complètement isolés, de telle sorte que même si un pirate arrive à rentrer dans ces zones-là, eh bien, il ne puisse pas sortir de là pour escalader son attaque au reste de votre réseau. Puis, vous devez comprendre aussi que la cybersécurité a beaucoup évolué aujourd'hui. Il vous faut un système de détection et de prévention d'intrusion. Il y a des technologies qui existent là aujourd'hui. Vous le branchez juste à l'entrée de votre réseau ou sur les ordinateurs particuliers de vos utilisateurs. Donc, lorsqu'il y a des attaques qui arrivent, le rôle de ces outils-là, c'est de détecter les attaques, puis de les bloquer pour éviter qu'il y ait des impacts. Puis, évidemment, il faut que vous surveillez la sécurité de votre réseau en mode 24/7. Si vous surveillez la sécurité de votre réseau juste pendant les heures ouvrables, sachez que les pirates ne prennent pas de vacances, ils ne prennent pas de week-end. Donc, c'est 24/7, ils s'appuient sur leur robot. Puis, si le robot prend le contrôle d'un réseau à minuit ou à 2 heures du matin, et puis que le pirate reçoit la requête qui lui dit, ça y est, on vient de faire une nouvelle victime, mais le pirate, il n'attendra pas le jour prochain avant de se connecter, ben, il va se connecter automatiquement. Puis, les pirates, ils connaissent aussi les environnements qu'ils attaquent. Hein. Ils savent, par exemple, qu'au Canada, ben, il y a des jours fériés du Québec qui les connaissent. Donc, souvent, ils vont élaborer leur attaque pendant des périodes qui sont les fins de semaine. Donc, pendant le long week-end, ou en général les vendredis ou les jeudis en soirée, c'est les périodes où en général on a le plus de cyberattaques. Parce qu'ils vous connaissent, ils n'attaquent pas à l'aveugle, ils prennent le temps de savoir vous êtes à quelle zone, puis ils vous attaquent. Puis ils se disent quelque part que s'ils commencent à infecter les machines le vendredi par exemple, et puis que c'est un long week-end, ben vous allez sûrement le savoir le lundi. Puis si vous le savez le lundi, ben les impacts vont être les plus élevés possibles. Donc, on va aussi mettre en place la surveillance. Puis, élément important, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Donc, il faut constamment sensibiliser les utilisateurs. Je comprends que la sensibilisation est très, très difficile, c'est ardu, mais si vous sensibilisez vos employés une fois par année, considérez que ce n'est pas suffisant. Il faut le faire au moins une fois par trimestre, idéalement une fois par mois. Puis, il y a de nouveaux scénarios d'attaque qui apparaissent. Chaque fois qu'il y a une nouvelle attaque, ou qu'il y a une personne de la compagnie qui a été victime, que ce soit personnellement ou à travers la compagnie, s'il y a une nouvelle victime quelconque, prenez l'information, sensibilisez-vous les employés. Puis plus vous allez les sensibiliser, plus leurs réflexes vont être aiguisés, puis plus ils vont être efficaces dans la protection de votre réseau. Donc, il y a aussi des mesures supplémentaires qu'il faut mettre en place. Je parlais tout à l'heure de la gestion des vulnérabilités de sécurité avec WannaCry qui a fait beaucoup de victimes en 2017 et dont la vulnérabilité existe encore dans plusieurs manufacturiers aujourd'hui. C'est des choses il faut gérer les vulnérabilités de sécurité de votre infrastructure. Pour ça, il faut de la rigueur, mais c'est quelque chose qui est très, très nécessaire aujourd'hui. Puis, autre élément qui est hyper important aujourd'hui, c'est l'authentification multifacteur.
Aujourd'hui, si vous accédez à votre solution de courriel ou à distance à votre réseau sans l'authentification multifacteur, considérez que vous êtes à risque de vous faire pirater. L'authentification multifacteur, c'est lorsque vous essayez de vous connecter, vous recevez un message texte qui vous dit qu'il y a telle chaîne que vous devez rentrer sur votre ordinateur pour valider la transaction. C'est très, très important aujourd'hui parce que si un pirate essaie de rentrer dans votre réseau et que la requête vous est envoyée, ben, il ne pourra pas accéder à votre réseau. Mais par contre, si vous n'avez pas l'authentification multifacteur, il suffit que le pirate utilise un outil quelconque qui va essayer plusieurs scénarios de mots de passe en espérant en tomber sur un qui est valide dans votre réseau. Ça prendra le temps que ça prendra, ça peut prendre des mois, mais il va finir par en trouver un. Donc, élément clé aujourd'hui, l'authentification multifacteur, c'est quelque chose qui est primordial dans toutes les organisations. Souvent, quand on parle avec des manufacturiers, on se rend compte qu'il y a des défis. Déjà, les gens trouvent que c'est irritant, que chaque fois qu'ils veulent se connecter, il y a un message qui apparaît sur le téléphone et on les demande de rentrer dans une chaîne, mais c'est le prix à payer aujourd'hui. Si vous ne voulez pas faire la une des journaux ou si vous ne voulez pas vous faire avoir par un cas de ransomware. Puis, les backups, c'est très, très important. Backup, c'est hyper important aujourd'hui. Prenez au moins 3 copies de sauvegarde, une copie en interne, prenez-en une autre copie dans le cloud et prenez-en aussi une copie que vous allez garder hors ligne, de telle sorte que même si le pirate arrive à rentrer dans votre réseau, même s'il arrive à infecter vos backups, vous puissiez les restaurer. Une chose aussi importante ici, c'est lorsque vous prenez les sauvegardes, il faut que vous les testez de manière régulière. Parce que dans plusieurs cas d'incidents que nous avons à gérer, la plupart du temps, les compagnies ont souvent des sauvegardes qui datent de 6 mois ou de 1 an, ou certaines ont des sauvegardes qui sont à jour, mais n'ont jamais testé. C'est lorsqu'on essaie de les restaurer qu'on se rend compte que malheureusement, les backups ne sont pas efficaces. Donc, c'est très, très important aujourd'hui d'avoir une belle stratégie de sauvegarde, puis de s'assurer que les backups peuvent être restaurés en cas de besoin. Puis, pensez aussi au pire, à partir du principe que un jour ou l'autre, vous allez avoir un cas de cyberattaque. Donc, pour ça, il faut que vous ayez un plan clair qui vous dit quoi faire lorsque vous allez avoir un cas de cyberattaque dans votre infrastructure. Donc, pour vous protéger aujourd'hui contre les ransomware, il y a une stratégie qui existe. Et si vous appliquez la recette, vous allez protéger de manière efficace contre les ransomware. Premier cas, c'est sensibiliser vos utilisateurs régulièrement, une fois par mois, une fois par trimestre, asseyez-les, expliquez-les que la cybersécurité, il y a des scénarios d'attaque qui existent, il faut qu'ils fassent attention. L'authentification multifacteur, on en a parlé tout à l'heure, la sauvegarde des données, c'est très, très important. Puis, déployer des technologies qu'on va appeler des EDR. Les antivirus aujourd'hui ne sont plus efficaces en matière de protection contre les ransomware. Ça a beaucoup changé, il y a eu l'évolution. Donc, la nouvelle génération d'outils qui est nécessaire aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler les EDR, Endpoint Detect and Response. Assurez-vous de les déployer sur tous les serveurs, sur tous les postes de travail. Si vous avez des employés qui accèdent à votre réseau à distance, via leur propre terminal, s'ils n'ont pas d'antivirus, s'ils n'ont pas de EDR sur les outils, offrez-les-en. Parce que ça va être par là que les pirates vont souvent passer. Donc, plus vous allez protéger tous les équipements de votre réseau, plus mieux vous allez être protégé contre ce type d'attaque-là. Puis, évidemment, il faut que vous surveillez la sécurité de votre réseau, que vous ayez un système de détection, prévention d'intrusion. Puis, dans la tête déjà, il faut que vous passiez au cas extrême. Donc, il faut avoir un plan de réponse aux incidents. Dites-vous que, quoi que vous fassiez, un jour ou l'autre, vous allez avoir un cas de cyberattaque. Puis, lorsqu'il y a un cas de cyberattaque, la différence entre les compagnies qui s'en sortent bien et celles qui s'en sortent pas du tout, c'est l'existence des plans de réponse aux incidents. Si vous avez un plan et que vous testez régulièrement le plan, ben, vous allez voir que les impacts vont être minimisés. Donc, ça fait beaucoup d'informations, hein? Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout faire à la fois. Donc, pour commencer, il y a des règles de base qui existent. Puis nous, chez SlumScan, en fonction de l'expérience que nous, on a acquis dans le cadre de la monitoring de la sécurité, du monitoring de la sécurité des réseaux, dans le cadre des travaux de recherche et de développement qu'on fait, c'est que vous devez considérer votre organisation comme étant un château qui est convoité par des personnes malicieuses qui veulent prendre le contrôle de votre château. Donc, plutôt que de commencer à rédiger des belles stratégies de cybersécurité, mettez le focus sur la cybersécurité opérationnelle. Donc, mettre le focus sur la cybersécurité opérationnelle, ça suppose que vous déployez des méthodes, des technologies pour pouvoir rehausser de manière efficace la sécurité de votre réseau. Donc, en fait, en termes de mindset, il y a 2 éléments clés que vous devez retenir. Le premier, c'est vous ne serez jamais capable de vous protéger contre ce que vous ne voyez pas. Donc, si vous avez des machines qui sont dans votre réseau, à votre insu, les pirates vont les attaquer, vous n'allez jamais être capable de pouvoir les voir. Si vous avez des applications qui ne sont pas sous le contrôle de votre organisation, ou si vous avez des systèmes qui sont utilisés à l'insu de l'équipe TI, vous allez toujours finir par vous faire avoir par des pirates. Et puis, le deuxième élément clé ici, c'est si vous voulez vous protéger efficacement contre les pirates, il faut que vous raisonnez comme les pirates. Parce que le pirate, il a une manière d'opérer. Donc, si
la manière dont vous protégez votre réseau est en décalage par rapport à la manière dont le pirate vous attaque, évidemment, vous allez toujours être en arrière, puis le pirate va toujours avoir une longueur d'avance sur vous. Donc, l'élément clé ici pour que vous puissiez avoir un contrôle total si vous avez votre réseau, c'est d'éviter d'avoir des angles morts. Il faut que vous ayez tout le temps une visibilité totale à 360 degrés sur tout ce que vous avez dans votre réseau. Est-ce qu'il y a des attaques ici, par exemple, votre télé intelligente, votre imprimante, vos serveurs qui soient en interne ou à l'externe, les équipements du système de contrôle industriel, IoT, les équipements d'opération, les ordinateurs, les serveurs, n'importe quel équipement qui est dans votre réseau, qui est connecté à votre réseau, si ce faut attaquer, vous devez être en mesure de pouvoir le voir, parce que c'est là que ça va se jouer. Donc, la visibilité totale sur votre sécurité, c'est vraiment la clé de la cybersécurité ici. Donc, par exemple, chez Slumscan, nous avons développé une technologie qui est un système de détection des cybermenaces. On le branche dans le réseau, à l'entrée du réseau. Donc, la technologie va être en mesure de regarder tout le trafic qui rentre et sort de votre réseau, va ensuite analyser ce trafic-là pour détecter des cas de cyberattaque. Donc, s'il y a des cyberattaques qui sont détectées, la technologie va être en mesure de la bloquer automatiquement, ce qui va éviter quelque part qu'il y ait des impacts sur votre organisation. Donc, notre technologie, comme Karine le disait, elle a été sélectionnée comme innovation par le gouvernement fédéral du Canada. Puis, on a eu des projets avec le ministère de la Défense et le Centre de sécurité de télécommunications du Canada, qui est la NSC du Canada. Puis, la technologie est utilisée actuellement au Québec et au Canada par plusieurs compagnies manufacturières, puis ça leur permet quelque part aussi de s'assurer d'avoir la tranquillité d'esprit quant au fait que lorsqu'il y a une attaque cible des infrastructures, que ce soit des cas de ransomware ou autres, la technologie va être capable de les détecter. Puis l'autre élément aussi dont je parlais dans le cadre de la cybersécurité opérationnelle, c'est la surveillance de votre sécurité. C'est très important aujourd'hui. Vous avez, dans plusieurs cas d'attaque, nous on voit par exemple, les compagnies vont déployer des outils, mais personne ne les regarde. Donc, si vous ne faites pas de la surveillance, malheureusement, le pirate va finir par entrer dans votre réseau parce que vous ne le verrez pas arriver. Donc, on part du principe qu'aujourd'hui, en plus de déployer des technologies de cybersécurité opérationnelle, il faut que vous fassiez de la supervision à distance, soit à travers vos équipes internes. Si vous avez une personne qui a l'expertise, la personne peut gérer la sécurité. Sinon, il y a des compagnies qui existent comme nous, d'autres compagnies qui ont l'expertise en matière de supervision à la distance, qui vont regarder qu'est-ce qu'il faut dans votre réseau, qui vont vous arriver avec des recommandations. Par exemple, nous, on monitor, lorsqu'on voit une attaque, on va alerter le client 24/7, puis on va lui dire attention à telle attaque qui se passe dans les réseaux, prenez telle action quelconque pour éviter que ça se propage dans votre réseau ou déconnecter cette machine. À travers la technologie aussi, dans certains scénarios typiques d'attaque, on va envoyer des requêtes automatisées pour bloquer par exemple une sortie des données de votre réseau ou bloquer par exemple une communication qui nous fait passer qu'un pirate est dans votre réseau et qu'il essaie de faire des mouvements latéraux pour propager son attaque dans votre infrastructure. Puis une fois que vous avez déployé une infrastructure de supervision, l'avantage c'est que ça va vous permettre de déterminer quels sont les problèmes que vous avez au quotidien en termes de cybersécurité. Puis ensuite, vous allez définir un cadre de gouvernance, donc une stratégie de cybersécurité qui est en fonction des réalités réelles que vous vivez, plutôt que de commencer au début à rédiger des beaux papiers de cybersécurité. On le voit souvent dans certaines compagnies. Vous allez commencer à définir des stratégies, des gros documents de cybersécurité, alors qu'en réalité, pendant que vous définissez ces papiers-là, les pirates sont en train d'écrire des programmes informatiques. Donc, c'est de mettre l'accent sur la cybersécurité opérationnelle, protégez-vous de manière opérationnelle, puis définissez un cadre de gouvernance en fonction des problèmes, en fonction des risques que vous voyez au quotidien dans le cadre de la gestion de votre sécurité. Bon, donc, s'il n'y a pas de questions, ça a été un plaisir de faire le webinaire. Puis, évidemment, si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, ça nous fera plaisir de vous donner des informations additionnelles. Et puis, Karine va vous partager aussi la présentation. Exactement. Merci beaucoup à tous. En vous souhaitant une merveilleuse journée. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.